Bon, alors du coup, comme on s'était dit, aujourd'hui, on va parler de partenariat et on vous a prévu un petit workshop. Dans un premier temps, sur ma partie de la présentation, je vais vous faire une rapide introduction. Qu'est-ce qu'on appelle un partenariat? On va définir le volet théorique, partenariat, co-marketing, sponsoring. Ophélie interviendra après vraiment sur la partie mécénat où on va faire un zoom spécifique sur cette partie-là. Ensuite, il va y avoir l'opérationnel. Donc, comment est-ce qu'on gère l'opérationnel d'un partenariat, puisque c'est le gros pain point du partenariat, c'est que c'est difficile de convoquer beaucoup d'acteurs, beaucoup d'univers métiers différents sur des plateformes qui sont en général protéiformes. Donc, on va finir par de la pratique et s'intéresser à deux acteurs du monde associatif qui ont très bien géré ces volets-là. Pour commencer par la théorie, comprendre les enjeux du partenariat, qu'est-ce qu'un partenariat? Alors tout d'abord, pour définir le terme partenaire, aujourd'hui, le terme partenaire, c'est souvent un mot un peu fourre-tout, puisqu'il est utilisé de façon très politique en général par les entreprises pour désigner leurs meilleurs clients et pour pas utiliser le terme client qui peut être fâcheux. Un partenaire, pour faire les choses très simplement, nous on le définit comme étant quelqu'un qui vous permet d'adresser votre audience avec davantage d'impact, davantage de force. Donc en fait, c'est une action commune que vous allez gérer avec un acteur de votre écosystème. On aime bien définir ce qu'il n'est pas. Un partenaire, ce n'est pas un client, ce n'est pas un prestataire, ce n'est pas un fournisseur, ce n'est pas un distributeur. Même si vous avez des très bonnes relations avec lui, tant que vous n'avez pas défini une action commune autour d'une vision commune, on ne le considère pas comme un partenaire. Un partenariat, pour terminer, c'est donc tout simplement une collaboration, donc travailler ensemble entre un ou plusieurs acteurs, pardon, entre deux ou plusieurs acteurs, et qui va se décliner en actions de co-marketing. Et du coup, le co-marketing, c'est tout simplement les actions de marketing qui sont mises en place que vous pourriez faire seul, mais que vous allez maintenant gérer à deux ou à plusieurs avec vos partenaires. Un petit schéma tout simple que j'adore, finalement beaucoup plus efficace que 1000 mots. Un client ou un prestataire, c'est très unilatéral, c'est une offre vers une demande. Un partenariat, c'est des offres et des demandes qui vont se rencontrer et se compléter. Les actions de co-marketing, donc ça encore, c'est un petit peu une nébuleuse avec ce nouveau mot co-marketing. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, encore une fois, vos leviers marketing traditionnels que vous peinez à activer parce que manque de ressources, manque de budget, que vous allez pouvoir renforcer avec la force d'un autre acteur. Donc, on va avoir sur des actions de notoriété le jeu concours que vous connaissez, les échanges de visibilité. Je parle de toi, tu parles de moi. C'est ce qu'on fait lors du collectif Assopreneur et c'est pour ça qu'on va mettre le replay sur nos chaînes YouTube. C'est que moi, Richmaker, j'ai envie de parler de ce que fait Claire parce que je trouve ça super. Claire se dit, ça peut servir mon collectif et Ophélie va se dire la même chose. Donc en fait, voilà, on fait toutes les trois un peu un échange de visibilité. On travaille aussi du contenu puisqu'on a créé ce workshop ensemble. Il y a le co-branding. Donc le co-branding, c'est un mot un petit peu barbare. C'est juste dire que finalement, on conçoit une offre ensemble. Par exemple, l'association Règles élémentaires qui lutte contre la précarité menstruelle, elle va pouvoir imaginer une box de Noël avec Fempo, par exemple, qui est un acteur de ma plateforme et qui fait des culottes menstruelles. Parce qu'ils vont identifier qu'il y a une adéquation et se dire que voilà, sur ce terrain-là, il y a une action, une co-action à mener ensemble. La distribution, bah, encore une fois, si on prend l'exemple de Règles élémentaires, ils vont chercher des nouveaux points relais, des nouveaux points de touche pour pouvoir soit collecter des dons pour leurs produits, soit rayonner davantage auprès de leur cible et de leur audience. Et puis le sponsoring, vous le connaissez, on va vous permettre sur la plateforme très concrètement d'aller chercher des sponsors aussi. L'affiliation, je pense que c'est un petit peu plus technique, mais je vous le définis rapidement. C'est tout simplement sur votre site internet, si vous avez envie d'améliorer votre référencement naturel et de créer davantage de liens vers votre site, vous allez pouvoir aussi rencontrer des acteurs sur la plateforme qui vont être engagés sur vos thématiques et vous allez pouvoir renvoyer d'un site à l'autre pour construire un site qui est plus pertinent en termes de SEO. Les programmes de fidélité, je pense que je n'ai pas besoin de les définir. N'hésitez pas à m'interrompre ou Claire, n'hésite pas également si je Mm. vais trop vite sur certaines choses. Oui, est-ce que le SEO est OK pour tout le monde? Oui, OK, super. Parfait.
Alors, tant qu'on est dans ces nouveaux mots, on va dire aussi on arrive dans un nouveau modèle, on est vraiment en train de construire un nouveau paradigme, puisqu'on a des entreprises qui ont la volonté, contrainte ou pas, mais d'aller vers davantage d'engagement sociétal, qui sont attendus au tournant de la part de leurs audiences, de la part de leurs partenaires, mais également de plus en plus de la part de leurs employés, puisque le confinement a mis en avant vraiment de nouveaux indices, et finalement on se rend compte que, l'action sociétale d'une entreprise a une importance sur l'employabilité, mais également sur sa performance financière. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et on a à côté de ça des associations qui ont toujours eu à cœur de servir l'intérêt général, mais qui aujourd'hui vont être pressurisées un petit peu comme des entreprises pour aller gagner en visibilité, pour aller étendre leur réseau dans une offre qui est déjà un petit peu pléthorique. Donc voilà, on a des acteurs, entreprises et associations qui, un peu sous l'effet de la concordance de temps, ont vraiment tout intérêt à travailler mieux ensemble. Aujourd'hui, les bénéfices d'un partenariat, ils sont multiples. Créer de la valeur, améliorer son produit, diviser ses coûts, maximiser son impact, apprendre de l'autre et échanger, puisque je ne l'ai pas mis dans les actions de co-marketing, mais il y a aussi le mécénat de compétences, étendre son réseau, mutualiser ses ressources. Enfin, vous l'avez compris, il y a pléthore d'avantages toujours, de toute façon, à collaborer avec les autres. Il y a aussi des risques. Le risque, c'est que, comme on l'abordait juste avant, c'est chronophage, et également dans l'opérationnel, c'est 2 fois plus compliqué puisque déjà travailler avec sa propre équipe, et on le sait en plus dans le monde associatif, c'est un vrai challenge de souder, de créer sa communauté aussi de volontaires. Mais alors quand on va se confronter à la réalité de l'autre, que ce soit une entreprise ou une autre association, c'est double challenge. Donc voilà un petit peu en termes de bénéfices et de risques. On va passer du coup à l'opérationnel. Et l'opérationnel, en fait, on va rentrer dans le cœur du sujet. Et je vais essayer de vous apprendre dans un premier temps très en surface. Et après, on aura des questions-réponses si vous voulez rentrer plus dans le spécifique. Mais je vais vous donner les premières clés si vous voulez vous lancer dans les partenariats. Alors, est-ce qu'il y a... Claire, tu es en mute. Oh, merci Caroline. Est-ce qu'il y a des questions sur, avant que Caroline aille dans l'opérationnel, est-ce que vous avez des questions sur la théorie, les différents types que Caroline vient de nous présenter? Moi, éventuellement, enfin, je sais pas si c'est le moment de poser cette question-là, mais la Vas-y. différence entre sponsoring et mécénat, pour moi, c'est pas clair. Justement, ça c'est plutôt le Après, volet. On y ok, reviendra. En fait, Ophélie va vraiment faire un gros zoom sur le mécénat et on va revenir après dans les questions-réponses là-dessus. ça marche. Si c'est toujours pas clair, mais j'espère que du coup, il y aura plus de questions à ce Ok, moment-là. ok. Est-ce que vous avez une autre question? Bon, sinon il y a le chat Non, je pour les poser. profite pour juste Oui, pour vous dire bonjour, comme je suis arrivée un peu tardivement, je m'en excuse. Donc voilà. Bonjour hello à tous. Faïmé. Bonjour. Allez, bah Juste Caroline. une question. Ah Moi, oui, j'avais en tête qu'un sponsor, c'est juste un client un peu différent qui a finalement, enfin, qu'il faut quand même accompagner, justement, le mettre en relation, etc. Et que finalement, ça nous demandait aussi un travail vraiment spécifique pour ce client-là, entre guillemets. C'était juste une remarque, c'était pas vraiment une Ah, c'est une question. remarque. Encore rien de dit. Ouais. Enfin, en C'est tout le- cas, je me pose la question. Moi, j'ai pas de clients, j'ai des adhérents ouais. dont finalement je peux attendre plus ou moins, qui peuvent attendre plus ou moins de moi, alors qu'un sponsor qui paye, je suis forcément obligée de lui offrir plus qu'un adhérent qui paye une adhésion standard. Tout à fait. En fait, les actions de co-marketing, Elodie, c'est vraiment à mener avec ton partenaire. Et donc, c'est pas du tout tes adhérents. C'est en fait justement le partenaire, c'est vraiment quelqu'un qui potentiellement dans son réseau va avoir des adhérents pour toi. Et du coup, c'est avec lui que tu vas travailler sur ces actions de co-marketing. Et du coup, soit tu peux lui dire, par exemple, on a une association qui s'appelle Ecoder. Et Ecoder, elle embauche du personnel handicapé pour faire du reconditionnement de parcs informatiques. Ecoder, elle va publier une offre, elle cherche un sponsor, elle cherche des entreprises qui veulent se débarrasser, entre guillemets, c'est pas un très joli mot, mais qui vont faire le don de leur parc informatique pour que justement l'association puisse le reconditionner et le revendre à terme. Ça, pour moi, je mets ça dans la case sponsoring en fait. Ok. Merci beaucoup. Élodie, c'est clair?
Super. Alors, du coup, dans l'opérationnel, le premier challenge, c'est d'identifier un partenaire. Pour identifier un partenaire, il y a un exercice qui est tout simple, pratico-pratique qu'on peut mettre en place en 2 minutes. C'est de faire 3 colonnes sur un tableau et de se poser dans un premier temps la question de où se trouve ma communauté? Quelle est mon audience? Cette communauté, elle va avoir des usages corollaires, c'est-à-dire que, par exemple, pour l'association Règles élémentaires, une personne qui est sensibilisée à la question de la précarité menstruelle, qui va avoir à cœur de libérer la parole sur tout un tas de choses qui étaient tabous jusqu'à présent, peut-être qu'elle va être également dans des associations féministes, peut-être qu'elle va suivre des médias comme Vox, par exemple, ou Mediapart. En fait, on va se rendre compte que dans son audience, il y a potentiellement d'autres acteurs de l'écosystème, qu'ils soient médias ou entreprises, qui vont permettre d'aller cibler nos adhérents potentiels. Donc, dans la première colonne, on va mettre toutes les marques entreprises, toutes les marques entreprises, associations ou médias qui, quelque part, sont en contact avec des adhérents potentiels. Ensuite, dans la deuxième colonne, on va prendre ces acteurs-là qui sont dans la première colonne et on va se dire avec qui il y a vraiment un culture fit, c'est-à-dire avec quels acteurs je suis en adéquation totale sur ma vision, sur mes valeurs et sur mes process. Typiquement, si vous êtes une toute petite entreprise et que vous avez horreur de l'immobilisme et que vous n'avez pas envie d'un gros process qui dure 6 mois, on ne va pas aller travailler, par exemple, avec Air France. Donc, vous vous dites, voilà, moi, mon critère en termes de process, je veux une entreprise qui soit à peu près à mon échelle pour que ça puisse aller rapidement et qu'il y ait moins d'intermédiaires qui soient convoqués. Donc, c'est un exemple comme ça. Du coup, là, on est dans la deuxième colonne. La troisième colonne, c'est les ressources. Et là, c'est le critère de l'opportunité. Vous allez déplacer les marques les médias ou les associations qui sont dans la deuxième colonne et vous allez vous poser la question, dans la troisième colonne, je mets les opportunités, ceux qui peuvent vraiment m'apporter quelque chose. Et typiquement ici, on parle de levier, c'est-à-dire si demain, l'association Règles élémentaires se dit, voilà, nous, on a envie d'organiser des prises de parole sur YouTube, on a envie de se lancer sur ce réseau social, mais on n'a pas de visibilité, c'est difficile de débuter. Est-ce qu'on peut aller chercher un acteur qui est déjà pertinent sur cette verticale-là et qui va nous aider à nous lancer, d'abord en termes de mécénat de compétences, mais aussi parce qu'il va d'abord avoir une communauté engagée dont on va pouvoir directement profiter. Donc voilà, un petit exercice tout simple parce qu'on s'est rendu compte que la prospection d'un partenaire, ça prend beaucoup de temps. Et nous, du coup, chez Richmaker, on a créé un moteur de recherche intelligent et spécialisé qui va vous permettre en fait d'automatiser un petit peu ce travail. Ce travail, il est long parce que pour l'instant, il faut aller chercher un petit peu partout. Vous allez aller chercher sur LinkedIn, dans votre réseau, au bouche à oreille, pour identifier ses partenaires, peut-être même sur Instagram. En tout cas, voilà, on est sur une multitude de plateformes. Ensuite, il va falloir cartographier un petit peu sa présence média. Où est-ce qu'il est ce partenaire, quel est son site, quelle est sa communauté, sur quel réseau est-ce qu'il est pertinent. Donc ça, c'est un gros travail qu'on fait encore une fois à la mano. Et puis après, il va falloir être mis en relation avec la bonne personne. Et ça, c'est très compliqué également parce que le partenariat, pour l'instant, c'est un peu une patate chaude, parfois en interne, que les gens se refilent. Donc, parfois, on parle à un CEO, parfois, on parle à un store manager, parfois, on parle à un community manager ou une agence. Donc, voilà, il y a 3 problèmes qu'on a résolus avec ce dashboard qui vous permet d'aller chercher par audience, par type de partenariat, par secteur d'activité, par présence sur les réseaux sociaux, les partenaires potentiels que vous pouvez contacter directement. J'ai aussi mis une petite section qui s'appelle Avec offre et je sais qu'il y en a parmi vous beaucoup qui sont en lancement. En fait, c'est compliqué quand on est en train de se lancer de se dire, voilà, déjà, je suis en train de consolider plein de choses sur mon association à moi. En plus, aller créer une campagne, c'est compliqué. Donc, on a mis cette section Avec offre qui vous permet, lorsque vous faites de votre recherche, d'identifier les acteurs de votre réseau, de votre recherche, qui ont déjà une campagne en place, qui ont déjà un appel d'offres. Donc, peut-être en fait un premier pont pour vous de vous dire, avant de lancer ma première campagne de partenariat, regardez un peu dans l'écosystème, qu'est-ce qui se passe et si vous ne pouvez pas vous plugger à une campagne existante. Ensuite, il va falloir approcher un partenaire. Et pour approcher un partenaire, il faut avoir un angle stratégique et évidemment, il faut lui parler de ce que vous pouvez lui apporter.
moi, j'ai un petit peu identifié 3 axes, 3 bonnes pratiques qui reviennent après 10 ans de partenariat. Je n'ai pas la prétention que ce soit exhaustif, donc n'hésitez pas si vous en voyez d'autres. Mais en tout cas, moi, il y a toujours 3 points de touche qui reviennent. Dans un premier temps, c'est parler de l'opportunité que vous allez offrir à votre partenaire. Et là, je vous ai mis un petit peu le verbatim type qui est, voilà, aujourd'hui, si règle élémentaire veut aller parler à FEMPO pour faire cette opération. Je suis désolée. Ma coloc, je suis obligée d'obéir. Faut absolument que je boive un peu d'eau. C'est Alexa? Ouais, je suis désolée, c'est Google Home. Donc du coup, on va aller voir ce partenaire. On va aller voir ce partenaire non sponsorisé, hein, Claire. On va aller voir ce partenaire, donc on va aller voir FEMPO en lui disant, voilà, aujourd'hui, vous avez une communauté entre 25 et 35 ans qui est sensibilisée aux questions de lever le tabou lever les tabous autour des règles. Et nous, on va vous proposer en fait de densifier votre positionnement et d'apporter un petit peu plus de corps à votre message en vous proposant un partenariat avec notre association. Ensuite, il va y avoir l'affect. L'affect, c'est si vous vous dites que le partenaire, il n'a pas forcément un avantage, il n'a pas forcément un bénéfice direct dans ce partenariat, vous pouvez tout simplement jouer sur l'humain parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ça. Vous pouvez tout simplement aller dire à votre partenaire, voilà, aujourd'hui, on sait qu'on est très petit par rapport à vous, mais on a un très beau projet et on s'est dit que potentiellement, ça pouvait vous intéresser. Et nous, voilà, il y a plein de fois où on sait qu'on est un petit acteur, mais on va voir des gros médias comme Madines en leur disant, bah voilà, aujourd'hui, on n'en est peut-être pas au point encore que vous parliez de nous, mais sachez que votre discours, il résonne chez nous. On lit votre média avec beaucoup d'intérêt et aujourd'hui, on aimerait beaucoup discuter avec vous d'un partenariat. On rêverait de collaborer avec vous. Aujourd'hui, ça a pour moi, c'est vraiment, ça a une vraie résonance de juste vous présenter en tant qu'humain et dire de façon ultra humble, on ne peut pas dans l'immédiat peut-être vous apporter plus de visibilité, mais en tout cas, on a un beau message à faire passer et on rêve de bosser avec vous. Le troisième axe, il est un petit peu lié au premier, mais je l'ai quand même distingué, c'est l'expérience. Aujourd'hui, on peut aussi dire à une marque, voilà, vous n'avez pas l'habitude de faire ça, on ne sait pas ce que ça peut donner, mais comme vous, comme nous, ou comme vous, on a envie de se transformer. Et du coup, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire quelque chose ensemble? Donc, on est là sur l'expérience. Voilà, pour moi, c'est vraiment les 3 axes que vous pouvez déployer si vous voulez aller parler à un partenaire et lui donner envie de travailler avec lui. Génial, merci Caroline. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions sur tout ce que Caroline vient de nous dire par rapport à votre situation? Est-ce que vous êtes toujours là? N'hésitez. Vous dormez? Oui, on est là. Vous êtes là? Ok. On est là. Merci. Encore une fois, ça n'a pas de prétention à être exhaustif, mais c'est vraiment, voilà, moi, mes petits tips après 10 ans de partenariat, c'est toujours un petit peu sur ces 3 cartes que je joue. Mais encore une fois, cette prospection, elle prend du temps. Et aujourd'hui, on avait aussi identifié chez Richmaker qu'il n'y avait pas vraiment de point de rencontre entre l'offre et la demande dans le partenariat. Et moi, en off, pourquoi est-ce que j'ai lancé Richmaker aussi? C'est qu'au premier confinement, j'avais un gros réseau de startups, d'associations autour de moi et je me rendais compte que l'offre et la demande se croisaient tout le temps. Et je me suis dit, c'est fou, pourquoi il n'y a pas, à part LinkedIn, mais qui finalement est quand même assez fourre-tout, il n'y a pas de place de marché qui est dédiée à voilà ce que je propose et voilà ce que j'attends en retour. Donc, on a, via la plateforme, la possibilité pour tous les acteurs de poster des offres dont je vous parlais précédemment. Et du coup, aujourd'hui, l'association Ecoder qui va chercher parmi les entreprises des parcs informatiques, elle peut poster son offre en disant voilà, moi je cherche un sponsor qui va m'apporter un parc informatique. Aujourd'hui, une émission je sais pas, on a en sponsoring, on a aussi une marque de vélo qui veut lancer une web-série qui s'appelle La Soquette et qui cherche un sponsor du coup dans l'univers du vélo. Voilà, ici on a en fait le premier point de rencontre, c'est complètement gratuit et ça vous permet en fait de vous faire connaître au sein de votre écosystème. Vous recevez directement des offres qualifiées par email au lieu d'avoir besoin d'être sans arrêt en fait dans le proactif. Vous êtes uniquement en réactif et vous recevez tout ça par email. Donc ça, c'est un vrai gain de temps pour nous.
Troisième grand projet, comment est-ce qu'on gère l'opérationnel quand on est une team de non plus 5 personnes, mais 10, 15, 20, 30 personnes? Dans un premier temps, donc moi, j'ai identifié 4 étapes. Il y a l'avant, le pendant, l'après et l'ensuite, tout simplement parce que moi, je suis une grande optimiste et je pense qu'il faut toujours construire le ensuite. Dans un premier temps, on définit les objectifs et les métriques. Les métriques, c'est tout simplement, ça dépend des objectifs. On va se dire, mon objectif, par exemple, c'est de gagner en visibilité. Du coup, ma métrique, l'indicateur de succès, ça va être, par exemple, mon trafic. Si mon objectif, c'est d'avoir davantage d'adhérents, ma métrique, ça va être, voilà, je veux faire rentrer, au terme de ce projet, 30, 60, 100 nouveaux adhérents. Ensuite, on va aller cartographier les ressources, les leviers et les parties prenantes. Et là, c'est le travail un petit peu fastidieux où il va falloir vous dire à la main, qu'est-ce que je mets sur la table? Qu'est-ce que mon partenaire met sur la table? Et en fait, vous allez commencer à créer votre planning. C'est pour ça que j'utilise le terme cartographier qui peut donner un petit peu des boutons, mais finalement, c'est en même temps la terre d'opportunité que va vous apporter votre partenariat. Il faut que vous mettiez tout ça sur la table et que vous commenciez à créer votre planning de à quel moment est-ce qu'on communique sur la newsletter, quels sont les leviers réseaux sociaux qu'on va activer, quand et comment. Et voilà, vous allez établir votre rétro-planning en fonction de tout ce que vous avez sur la table avec votre partenaire. Ensuite, vous allez préparer les supports. Pendant le partenariat, ce qui est très important, c'est le process de mise en commun. Et ça doit être défini en amont et ça doit être suivi scrupuleusement. Là, il n'y a pas de règle d'or, mais l'idée, c'est de prévoir avec votre partenaire une plateforme où vous allez pouvoir échanger sur tous les points de touche de votre partenariat et un rendez-vous qui soit hebdo ou mensuel ou peut-être quotidien. Ça, encore une fois, il n'y a pas de règle établie, mais en tout cas, il faut que vous ayez un process pour mettre en commun, pour communiquer tout au long de l'opération. Ensuite, le reporting, ça encore une fois, c'est très important et ça va être facilité par la mise en commun que vous avez mis en place pendant le partenariat. C'est le moment où vous allez vous dire, voilà, quelles sont les données qu'on a obtenues en fonction de ce qu'on a mis en place. Un petit conseil, moi ce que je fais toujours, parce que c'est rapide en fait sur les partenariats de s'éparpiller. Moi en général, j'ai un objectif et j'ai une seule métrique. Comme je vous disais, si je suis sur de la visibilité, je vais traquer du trafic. Si je suis sur de l'acquisition d'adhérents, ça va être des adhérents. À chaque fois, ne vous perdez pas dans le taux d'ouverture de la newsletter, machin. Moi, je fais toujours en fait la métrique clé et voilà, j'essaye toujours de rester sur 3 métriques maximum parce que si vous êtes sur un partenariat avec 5 acteurs, ça va très vite de se disperser. Et ensuite, il y a le retour d'expérience. Le retour d'expérience, pour moi, il est très important. Pour moi, c'est même l'étape cruciale. C'est le moment où, après votre reporting, vous allez remettre de nouveau tous les acteurs autour de la table et vous allez vous dire, voilà, où est-ce qu'on a été bon? Où est-ce qu'on n'a pas été bon? Qu'est-ce qu'on a oublié de faire? Et en fait, vous allez construire soit un nouveau partenariat qui va avoir encore davantage de corps avec le même partenaire, soit vous allez repartir avec une liste de courses encore plus précise de ce que vous attendez de votre prochain partenariat. Génial, merci Caroline. J'ai envie de rebondir là-dessus sur gérer l'opérationnel. Pour demander aux membres, est-ce qu'il y a une étape que vous ne faisiez pas ou que vous ne faites pas pour l'instant, dans tout ce que vous avez pu mettre en place déjà dans vos partenariats? Ça a l'air parfait, Claire. Vous avez toujours tout fait? Peut-être juste sur les partenariats financiers, on fait une réunion de fusion en fait de reporting et de Rex et en fait effectivement faut peut-être qu'on dissocie et qu'on fasse bien le Rex bien à froid, enfin plus à froid que ce qu'on fait. Mais c'est intéressant. Après, les deux peuvent être lors de la même réunion, mais moi, j'aime vraiment bien distinguer le après du ensuite, parce que je trouve que le ensuite, on n'y passe jamais assez de temps et c'est la partie la plus importante, en fait. C'est qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de tout ce qu'on a fait. Du coup, j'enchaîne avec la bonne nouvelle. Bon, déjà, vous faisiez tout ça très bien, mais alors, en plus, on a créé un outil pour rendre ça encore plus facile. Et encore une fois, ce troisième constat qui est que la gestion de projet, c'est pénible. Il y a des univers métiers convoqués qui sont différents, qui n'ont peut-être pas l'habitude de travailler ensemble. En plus, on est sur des plateformes qui sont encore une fois protéiformes. Nous, ce qu'on a créé, c'est un dashboard, un tableau partagé
où on a mis un petit peu la liste de courses de tout ce qui est indispensable dans la gestion de projet à plusieurs, au même endroit, au même moment, pour tous les intermédiaires en temps réel. Bon, j'ai mis beaucoup de mots dans cette phrase, mais je vous explique tout ce que je vous ai dit précédemment. Une to-do list, c'est-à-dire quelle est votre feuille de route, qu'est-ce qui doit être fait et quand. On a les acteurs qui sont en charge, les parties prenantes en charge, et dès que vous cochez une tâche, tout le monde est notifié au même moment. Ça, c'est pour éviter le téléphone arabe, qui est à la fois un vrai piège, parce que finalement, on finit par créer des confusions, et qui est aussi ultra chronophage, parce que tout le monde passe son temps à s'appeler pour dire j'ai fait partir la newsletter, j'ai eu tel problème sur telle partie du projet. Donc ici, on a une to-do list qui est en commun pour tout le monde, où les parties prenantes sont clairement identifiées et vont être les seules à pouvoir dire ça y est, c'est complété. Ensuite, on a le calendrier, parce qu'encore une fois, sur des actions qui sont multiples, ça va vite de se prendre les pieds dans le tapis et de plus très bien se souvenir quand est-ce qu'on commence telle action. Donc, tout le monde est notifié au même moment quand la newsletter doit partir, quand la newsletter va partir, et vous avez des alertes qui vous simplifient la vie et qui évitent les erreurs. Ensuite, on a les documents partagés. Moi, j'ai beaucoup eu le problème de quoi, mais finalement, tu as mis la mauvaise bannière parce que dans l'email numéro 15, avec 50 personnes dans la boucle, tu n'as pas vu, mais j'ai changé le logo de place. Et du coup, voilà, on a fait… Ça, c'est vraiment une erreur bête. C'est quand on finit par s'envoyer 15 000 emails avec des pièces jointes complètement différentes. Ici, on a une bibliothèque de documents partagés où tout le monde a accès à la version définitive au même endroit, au même moment. Et enfin, les métriques de la campagne, dans un premier temps, il va falloir les mettre à la main, mais c'est déjà en fait un bon incentive de se dire que ici, chaque partenaire va venir mettre ses métriques et vous allez pouvoir extraire directement les graphes et le reporting de votre campagne. Super, Caroline. Alors, pour Assopreneur, moi, je me suis inscrite tout de suite sur Richmaker quand tu m'en as parlé. Et puis, on avait fait passer un petit message aussi aux membres au sein d'Assopreneur. Mais alors, je n'avais pas encore vu cet espace-là. Est-ce que c'est accès aussi gratuitement ou est-ce que c'est avec un abonnement peut-être Alors, nous, Claire, on a fait le choix d'être toujours gratuit pour les associations. Donc Ah déjà, ça, c'est notre engagement. Yeah Je pensais que je te l'avais dit. Mais alors, on est toujours en bêta gratuite là pour tout le monde jusqu'au 14 février. Jour de la Saint-Valentin, vu qu'on est un site de rencontre finalement. Et on est toujours en bêta. Ça va partir. C'est vrai que je ne vous ai pas contextualisé, je le précise pour tout le monde. On est une toute petite plateforme. On est sorti le 30 septembre. Donc, on est tout récent. Et cette partie-là du produit n'est pas encore sortie. Elle sera normalement en ligne pour mai. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Mais voilà pourquoi je ne l'ai pas vue. C'est pour ça que tu ne l'as pas vue, mais elle est dans le Trello collaboratif pour la gestion de projet. Mais du coup, voilà, ça va être une grosse partie du produit à sortir. Mais on y croit beaucoup et on pense que ça peut vraiment changer la vie. La gestion de projet aujourd'hui, je pense que tout le monde partage ce constat. C'est compliqué quand on est 15 ou 30 sur le même projet d'avoir de la visibilité et de l'impact. J'ai une question, si je peux. Bien sûr, Anne. Là, par exemple, ton outil là, de gestion de projet, en interne sur mon asso, ok, on est 5 par exemple à travailler, donc c'est hyper pratique. Mais je sais pas, si on veut planifier un événement, je sais pas, une journée sportive avec un club de foot ou j'en sais rien, une marque Adidas. Tiens, allez, Adidas. Sympa. Go big or go home. Là, cet outil-là, je peux intégrer l'équipe commerciale d'Adidas qui va s'en servir et gratuitement. Alors, Adidas paiera, il faut pas exagérer, Anne. Adidas, ils vont payer un abonnement. Non, Adidas paiera, je crois qu'on va être autour de 25 par mois pour l'utilisation de la plateforme. Adidas paiera de son côté, mais toi, en tant qu'association, tu ne payes pas pour l'utilisation de ton dashboard. Ça veut dire qu'il faut que le partenaire soit d'accord pour utiliser l'outil, quoi. Si c'est une marque, oui. Après, moi, cette plateforme, je l'ai aussi créée pour qu'on crée potentiellement des collectifs d'associations. Donc, tu peux bosser aussi avec des assos. Ok. Alors, j'enchaîne avec la partie pratique. Et je vous ai choisi 2 cas de partenariat qui sont assez récents et que je trouvais ultra intéressants. Le premier cas, on est vraiment en train de travailler sur l'offre. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, de se dire que dans le partenariat, on ne fait plus que de l'activation. On va aussi, grâce aux autres, transformer sa propre offre, son propre produit, sa propre association. Et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc,
notamment sur le smart paiement. Je trouve que les acteurs comme Pumpkin et Lydia, voilà, qui travaillent avec la Fondation des femmes, qui vont travailler avec la Fondation Abbé Pierre, avec de plus en plus d'associations, je trouve que ce genre de collaboration entre des plateformes de e-paiement et des associations va vraiment amener quelque chose de nouveau et va permettre aux associations de rajeunir leurs audiences, d'aller chercher des nouvelles audiences et également de se transformer, peut-être de collecter des dons plus simplement, plus facilement, avec davantage de transparence. Donc, je voulais vous montrer ce premier exemple de partenariat. Et le second exemple, on est sur de l'activation média. Donc ça, c'est plus classique finalement. Mais du coup, on a le média Les Éclaireuses qui a fait une opération en décembre que j'ai trouvée incroyable avec la Maison des Femmes. Et donc, c'est en plus un partenariat multidimensionnel puisqu'ils sont aussi avec Lydia et Pumpkin et même Hello Asso. L'idée, c'était d'aller chercher 150 000 euros pour ouvrir une nouvelle Maison des Femmes à Marseille. Et la campagne a atteint son objectif, je crois, au bout de seulement 15 jours d'opération. Ne serait-ce que sur Hello Asso, ils sont déjà à 154 000 euros de collecte. Donc, c'est un vrai succès. Et ça a été justement permis par une mobilisation massive à la fois de Les Éclaireuses, qui est un média marque, qui a une communauté très engagée, mais également un vivier d'influenceurs qui a été plus facile à activer parce que je pense que la Maison des Femmes n'avait pas encore toutes ces personnalités, toutes ces influenceuses dans son réseau. Et du coup, là, pour moi, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant qui a permis à l'association La Maison des Femmes de démultiplier son impact et d'engager encore davantage sa communauté. Voilà, j'ai fini. J'ai un petit peu dépassé le temps imparti. Je suis désolée, mais c'est difficile de retracer en fait toute l'immensité qu'il y a derrière le partenariat en si peu de temps. Si vous avez des questions, je suis ravie d'y répondre après. Sur LinkedIn, je suis joignable tout le temps. J'adore échanger avec des assopreneurs. Donc, n'hésitez pas. Caroline Mignot. On fait aussi les lives du co-marketing où justement, j'ai un invité chaque semaine pour parler des nouvelles collaborations entre marques, entre associations, entre médias, entre marques, médias et associations. Et enfin, je suis également joignable sur Richmaker. L'inscription, elle est gratuite. Et si vous avez envie de travailler avec nous, vous pouvez nous contacter directement sur la plateforme également. Super, merci beaucoup Caroline. On a Denis qui nous dit belle présentation synthétique. Donc, merci Denis. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Je laisse la parole à Ophélie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Caroline, sachant que Caroline de toute façon reste avec nous, hein. Ah mince. Tout est bon pour vous? Ok. N'hésitez pas à prendre la parole, même si une question vous revient après. Alors en fait, Ophélie, avant que tu lances ton partage d'écran, la photo n'a pas marché. Alors je suis désolée, je vous redemande encore une fois de faire une photo d'écran, une copie d'écran. C'est mon truc, j'adore faire ça. Merci beaucoup. 1, 2, 3. Cette fois, j'espère que ça va marcher. Je l'ai. Merci. Là, trop bien. À toi, Ophélie, merci beaucoup. Et vos questions sur le chat ou directement à l'oral, n'hésitez surtout pas. Ou vos réactions. Ok, alors j'arrive. Est-ce que c'est bon? Oui. Parfait. Merci. Donc, sans surprise, le mécénat. Le mécénat qu'on appelle aussi dans les organisations d'intérêt général la direction des partenariats entreprises. Donc ça tombe bien, c'est le sujet. Donc moi je vais vous parler en effet plus spécifiquement du mécénat. Qu'est-ce que c'est le mécénat? Comment on le met en œuvre concrètement? Et puis je ferai un zoom sur le mécénat en nature puisque c'est le sujet que je porte particulièrement avec Segood et qui me permet aussi de créer des partenariats plus élaboré sur la base du mécénat en nature et c'est assez intéressant. Alors, le mécénat, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simple, c'est un don. C'est un don d'une entreprise, mais c'est aussi un don d'un particulier. Quand vous faites un don à une asso à titre personnel, vous faites du mécénat et il faut que ce soit fait à une action d'intérêt général. Donc, c'est le mécénat, en fait, tout le monde a l'impression que c'est hyper compliqué, etc., alors que c'est juste tout bête et tout simple. Là où ça se complique, c'est ensuite, c'est sur les formes du mécénat. Alors, celles qu'on connaît tous
de manière naturelle, je dirais, c'est en effet le don d'argent. On a l'habitude de ce format-là. En revanche, il y a énormément de formats complémentaires qui peuvent se créer. En fait, en gros, on peut tout donner. C'est assez facile. On peut donner des produits, on peut faire des prestations de services qu'on donne, on peut apporter de la technologie, on peut apporter des outils logistiques, on peut apporter des compétences. Et le mécénat de compétences, c'est vraiment le vent en poupe en ce moment. C'est le fait de allouer finalement un salarié sur un temps donné et de manière récurrente dans le cadre d'une action d'une association. Toujours la même association en fait. Le seul point un petit peu problématique avec le mécénat de compétences finalement, c'est que derrière, c'est plutôt adressé aux entreprises d'une certaine taille en fait. Donc c'est pas forcément accessible et aux petites structures associatives et aux entreprises qui sont de taille moyenne, puisqu'il faut avoir derrière une capacité de détacher un salarié sur des temps dans la durée, sur des temps définis. Et le mécénat, finalement, c'est pour tout domaine. À partir du moment où l'association est en mesure de recevoir des dons, donc ça peut être une association, les enjeux sociaux, des associations culturelles. D'ailleurs, les mécènes culturels, on les connaît. Hein, il y a beaucoup de mécènes qui sponsorisent des artistes, etc. Donc, historiquement, c'est un peu ça le mécénat et qui a été développé et porté plus largement sur l'ensemble du secteur de l'intérêt général. Des associations ou des fondations qui vont œuvrer à l'éducation, à la santé, également les associations sportives et tous les sujets de l'environnement. Aujourd'hui, c'est un vrai gros sujet, l'environnement, et qui a besoin des associations et des fondations qui adressent ces enjeux. Donc voilà, donc le mécénat, c'est tout produit qui vont pouvoir contribuer à la mission d'intérêt général d'une structure, quel que soit son impact, à partir du moment où elle est reconnue d'utilité générale, encore une fois. Je l'ai dit assez de fois, je pense. Et le mécénat, en fait, c'est ce qui va faire la différence avec le parrainage, et on va voir ça plutôt en détail après, c'est le côté fiscal. C'est-à-dire que la définition du mécénat, c'est aussi une définition fiscale, c'est-à-dire qu'une action de mécénat est déductible. Alors, pour les entreprises, ce n'est pas la même chose pour les particuliers, mais pour les entreprises, 60% du montant du don ou de la valorisation du don quand c'est un produit, une prestation de service ou autre, est déductible du montant des impôts. Donc ça, c'est un vrai levier à utiliser quand on a besoin de chercher des fonds, quand on est une association, une fondation, qu'on a besoin de chercher des fonds. Ce levier est là pour ça, c'est incitatif, c'est fait exprès. Donc il n'y a pas de complexe à avoir. Et pour les entreprises et pour les assos, de mettre ce point en avant, il faut l'utiliser. C'est aussi un moyen de choisir comment on veut que nos impôts soient utilisés, sachant que de toute façon, on ne peut pas non plus déduire des montants astronomiques. C'est-à-dire que le montant pour 2020 est passé à 20 000 euros, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui déduire jusqu'à 20 000 euros de ses impôts au titre du mécénat, ou 5 pour 1000 de son chiffre d'affaires, le meilleur des deux en fait. Donc, si vous avez un gros chiffre d'affaires, c'est 5 pour 1000. Si vous avez une petite structure, c'est 20 000 euros. Et le point d'attention majeur, donc pour répondre à la question qu'on a eue tout à l'heure, en fait, c'est la différence entre le mécénat et le parrainage. En fait, en gros, le mécénat, c'est vraiment un don sans contrepartie, donc avec un retour qui va être vraiment disproportionné par rapport à l'apport fait par l'entreprise. Donc, par exemple, ça ne veut pas dire qu'il y aura zéro retour. Ça veut simplement dire que ce n'est pas une campagne de marketing, on sort de ce qu'a pu présenter Caroline, justement. Donc, c'est pour ça que je présente ce point-là. C'est qu'on est vraiment sur une action où il y a un don en plus. Donc, il y a vraiment un don, il y a une contrepartie financière qui est apportée par l'entreprise, mais il n'y a pas de contrepartie autre que simplement des mentions assez light. Voilà, la disproportion et le point d'attention. Et le parrainage, finalement, c'est on subventionne une manifestation, un événement, une action particulière, toujours pour une action d'intérêt général, mais là, il y a un vrai bénéfice derrière, il y a des affichages conjoints, il y a du co-branding, pour reprendre ce qu'a pu évoquer Caroline. Voilà, donc on est vraiment sur des partenariats, avec vraiment sur des choses plutôt visuelles et des retours qui ne relèvent pas forcément du mécénat. Pour autant, donc le mécénat va déclencher la réduction fiscale. Le parrainage, à partir du moment où vous financez, vous faites un chèque, pour le coup, ça passe en charge. Ce n'est pas non plus anodin. C'est-à-dire que ça devient une charge au bilan de l'entreprise. Donc, il y a quand même aussi un avantage à faire ce genre d'action. Donc, n'hésitez pas à faire ce genre d'action également. Comment on met en œuvre le mécénat ?
En fait, moi, c'est assez simple. Vous allez voir, j'ai une approche qui est très pragmatique de la chose. En fait, c'est au plus c'est concret, au mieux c'est. C'est-à-dire que vous êtes une association, quelle qu'elle soit, vous avez un besoin, vous avez identifié un besoin de financement à hauteur, mettons, de 50 000, 100 000 euros. L'idée, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que si on n'a pas juste dit, on a besoin de 100 000 euros, bon, on a défini qu'on avait un budget de 100 000 euros, sauf qu'il y a quelque chose dedans, en fait. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir traduire ces besoins en actions tangibles, faire un dispatch en fait et découper vraiment ce budget, cette nécessité et de pouvoir le faire en action tangible. Pourquoi? Parce que derrière, on va pouvoir voir que, on va pouvoir communiquer beaucoup plus facilement et approcher les entreprises de manière beaucoup plus transparente. Parce que quand on demande de l'argent, qu'on sait pourquoi et l'impact que ça va apporter, c'est beaucoup plus facile d'aller voir des entreprises derrière. Et aussi parce que vous allez voir qu'on va pouvoir identifier des potentiels dons directement sans passer par la cage argent en fait. On parlait tout à l'heure par exemple de dons de parcs informatiques. Caroline parlait de ça tout à l'heure. Typiquement, une asso qui a besoin de renouveler son parc informatique, voilà, elle a budgété, potentiellement elle a besoin de 100 000 euros, c'est cher, mais elle a besoin de 100 000 euros pour renouveler tout son parc informatique, sauf que potentiellement, en effet, elle peut faire appel au mécénat pour aller chercher des ordinateurs auprès d'entreprises qui sont en train de renouveler leur parc et qui vont plus utiliser les ordinateurs qu'elles avaient avant et qui sont tout à fait acceptables pour l'association. En fait, là, on rentre dans une action de mécénat, c'est-à-dire que l'entreprise pourra valider et valoriser le montant du parc informatique qu'elle donne au coût de revient et derrière, elle récupère un reçu fiscal qui va lui permettre de déduire ce don, parce que c'est un don, à l'association. Ce qui est important sur j'ai mis qu'il fallait absolument filtrer sur la valeur et l'impact. En effet, les associations, alors d'intérêt général toujours, hein, donc toutes celles qui ont la capacité à émettre des reçus fiscaux, en général, elles ont toujours un impact et elles font la mesure de leur impact. C'est-à-dire qu'elles suivent un guide de mesure d'impact. Et ce qui est important, c'est aussi d'avoir des entreprises qui partagent ces valeurs-là et donc de s'assurer qu'on s'engage avec des partenaires qui, par ailleurs, ne vont pas à l'encontre de l'impact. Alors, il ne faut pas être paranoïaque non plus. Le but, ce n'est pas non plus de fermer toutes les portes. Au contraire, finalement, un partenaire qui pourrait venir vous voir pour vous aider dans votre mission d'impact en tant qu'association, mais qui ne serait pas super au fait des bonnes pratiques et qui ne serait pas très, très bon là-dessus. Au contraire, vous pouvez aussi avoir un impact dans l'entreprise et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir mener au-delà du don, de ce que vous allez récupérer en termes de ressources de la part de l'entreprise, c'est déjà d'avoir une mission d'impact au sein de cette entreprise même, en fait, et de commencer avec des petites choses et de pouvoir créer un partenariat, du coup, dans la durée et de pouvoir créer un partenariat transparent. Il ne faut pas hésiter à aussi dire quand il y a des choses qui ne vont pas. Il faut être hyper vigilant sur tout ce qui est washing. Là, il y a eu pas mal d'articles sur le sujet. Alors, greenwashing, on n'en parle même plus, mais de plus en plus, le social washing arrive. Et ça, c'est des vrais sujets. Donc, alors, qu'est-ce que c'est, Ophélie, le social washing? Le social washing, c'est comme le greenwashing, sauf qu'on met en place des actions, on met en place des financements pour des associations, alors qu'au sein même de l'entreprise, on ne respecte pas les sujets. Typiquement, je sais pas, par exemple, un cabinet, je prends un exemple tout bête, mais un cabinet RH, typiquement, qui viendrait de se lancer et qui vous dit moi, je veux financer une société dans l'inclusion de tout public à l'emploi et qui, au final, on est sur un profil de collaborateurs du cabinet et de salariés du cabinet à 95% d'hommes, tous issus du même profil. Et voilà. Donc, bon, c'est un peu, c'est pas très. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Et c'est donc, OK, on va peut-être pas lui fermer la porte à ce cabinet-là, mais c'est comment on peut aussi lui dire que, bon, OK, on peut faire quelque chose ensemble, mais il va falloir commencer par balayer devant sa porte et vraiment trouver des leviers. Parce que c'est important vraiment d'être en accord et pour l'association, mais aussi pour l'entreprise. C'est évident qu'à la première occasion, ça sera spoté et ça va donner lieu à des sujets que personne n'a besoin de voir adressés. Donc, autant utiliser ces partenariats pour justement semer les graines. C'est ce que je dis aux entreprises que j'accompagne. On sème les graines de l'impact. On commence avec des petites actions de part et d'autre, en fait, au sein de l'entreprise, concrètement.
Et derrière, l'idée, c'est que ça grandisse en fonction du développement de l'entreprise et du développement du partenariat avec l'asso. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. On ferme la porte à personne, enfin, ça dépend, mais il faut pouvoir être transparent et avoir une vraie conversation utile et toujours avec en point de mire l'impact. N'oubliez pas qu'une association, voilà, ce qui fait son sel, en fait, c'est qu'est-ce qu'elle apporte en termes d'impact, sa mission d'intérêt général. Et les mesures d'impact sont vraiment là pour ça. Et de plus en plus, on va les demander de toute façon. Alors, Le merci formalisme. beaucoup, Ophélie. Peut-être juste demander aux membres s'il y a une question, une réaction, parce que sur tout ce que tu as déjà Pardon, je parle vite. apporté. Non, mais en plus, c'est que le temps est court, je le sais. Est-ce que vous avez une réaction ou une question sur ce que Ophélie nous a dit? Est-ce que vous êtes toujours là? C'est très clair, en fait. Ah, super. Merci, Yolène. Je vois que vous avez dit oui, Patricia, Eric, je vois pas tout le monde, c'est pour ça. Oui, c'est Ok, clair. tout va bien, Nous, d'accord. on est habitués en fait au mécénat de compétences au sein des femmes ingénieures en fait. On a parfois des ingénieurs, des entreprises qui participent à nos actions, mais en apportant en fait leurs compétences et leur savoir-faire pour nos projets au lieu qu'on fasse appel à des organismes privés payants. Donc voilà, et ils valorisent ça en tant que mécénat de compétences, les entreprises. Oui, tout à fait. C'est un super levier, en fait, le mécénat de compétences. Super. C'est intéressant pour nous et c'est intéressant pour eux. Complètement. Et après, vous allez voir, il y a quelque chose qui est hyper intéressant aussi après. Alors ça, je veux bien. Ok, bah Le super. scoop. Attention, je tease un petit peu. Le formalisme sur le mécénat, bon, la plupart d'entre vous connaissent, hein, mais bon, je rappelle rapidement. Donc, il faut une convention de mécénat. Pardon, Claire, je t'ai levé la main. Pardon, Ophélie, je me demande si, je sais pas si Eric voulait pas dire quelque chose. Ah, pardon. Non, je dis on reste là alors. Oui. Pardon, Ophélie, du coup, à toi, c'est bon, merci. Donc oui, le formalisme du mécénat, comment on formalise ce partenariat un petit peu particulier. Du coup, une convention de mécénat, c'est comme une convention de partenariat, un contrat qui est signé conjointement par l'entreprise et par l'association. Les points clés à mettre dedans, c'est quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'apporte l'entreprise et pourquoi? Donc, on est toujours dans cette notion d'impact, de mission et vraiment de toujours corréler l'impact du don et voilà. En plus de ça, on va mettre le combien ça va en termes de valeur, quelle est la valeur, le quand, enfin voilà, on peut rajouter un certain nombre de choses, les moyens qui seront mis en œuvre, etc. quand c'est des actions plutôt qu'un don, un chèque ou des produits spécifiques. Et derrière, reçu fiscal. Donc, on a parlé, j'ai entendu quelqu'un qui parlait du rescrit tout à l'heure. Donc, oui, en effet, il faut pouvoir être en mesure d'émettre des reçus fiscaux pour pouvoir bénéficier du mécénat et de pouvoir, en tout cas, le déduire, permettre à l'entreprise qui fait le don de pouvoir le déduire. Le reçu fiscal sur les dons en nature n'est pas obligatoire. Maintenant, c'est mieux. Moi, je le recommande systématiquement. Je demande systématiquement à ce qu'il soit mis en place parce que l'entreprise doit faire la preuve qu'elle a bel et bien apporté les produits qu'elle dit avoir apporté à l'association. Et donc, le reçu fiscal, c'est quand même le meilleur moyen de se dire, OK, si demain, le Trésor me demande de justifier le don des X, donc ordinateurs, pourquoi pas, pour revenir sur les ordinateurs, eh bien, j'ai un reçu fiscal de l'association. Voilà. C'est hyper important ce que tu viens de dire, Ophélie. Je veux juste rebondir pour être sûr que tout le monde ait bien entendu. Moi aussi, vérifier que j'ai bien entendu. Tu disais que le mécénat en nature, le rescrit fiscal n'est pas obligatoire. Si, le reçu fiscal. Le reçu fiscal n'est pas obligatoire. Qu'est-ce qui n'est pas obligatoire alors? Mais que toi, tu préconises quand même. Le reçu fiscal en nature, en fait. Obligatoirement, il faudra un rescrit pour que l'entreprise puisse déduire le montant du don de ses impôts. Donc ça, c'est le rescrit, c'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire. C'est pas obligatoire, mais si vous l'avez pas, du coup, vous ne pouvez pas déduire le montant du don. Donc voilà. Mais pour pouvoir déduire le montant du don, il faut que le don soit fait à une entreprise qui soit détentrice d'un rescrit fiscal. En revanche, à une association, tu veux dire, lui, est obligatoire quand on fait un don en argent, pour une entreprise qui fait un chèque, un virement, une remise d'argent. En revanche, dans le cadre des dons en nature, il n'est pas obligatoire parce qu'on est sur une valorisation du don, en fait, et qui dépend pas finalement de l'association. Néanmoins, voilà, ce n'est pas obligatoire pour le don en nature, mais je le recommande fortement parce que ça permet à l'entreprise derrière de justifier en cas de besoin qu'elle a bel et bien fait un don. Okay. Voilà.
Question, comment on le valorise en fait Ouais, alors la valorisation, c'est tout simple finalement. Alors le don d'argent, c'est Oui, ça c'est vrai. important. Le don en nature, c'est le coût de revient pour l'entreprise. D'accord. Voilà. C'est pas le coût, c'est pas le prix de vente, c'est vraiment le coût de revient pour l'entreprise. Donc elle récupérera 60% du coût de revient. Donc, c'est-à-dire, par exemple, s'il nous met à disposition, je ne sais pas, 60 heures d'une ingénieure, il peut déduire le coût de revient de travail, en fait, de Charge 60 heures incluse. ingénieur, quoi. Charge D'accord. incluse. Il y a une limite. Charge inclure, Il d'accord. y a eu des changements, il y a des limitations. Alors, le mécénat de compétences, ce n'est pas forcément ma partie, mais il y a les charges incluses et dans la limite de X, il y a un montant limite pour l'année, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Parce que là, j'avoue, D'accord. la compétence Il y a donc un montant limité sur l'année à vérifier. D'accord. potentielle. Et sur la partie, je pense d'ailleurs que c'est les mêmes limitations qui s'appliquent que sur le mécénat en nature, donc 20 000 euros ou 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. En fait, en disant ça, je me rends compte que on est sur les mêmes échelles, je pense. Et donc sur le mécénat en nature, donc par exemple mécénat en nature, je vais commencer à vous donner un petit peu plus d'infos sur les trucs sympas. Mécénat en nature, ça peut être un mécénat de prestation de services en fait. Et donc au lieu de faire intervenir une ingénieure spécifique tous les vendredis, je dis vendredi parce que vendredi c'est l'acteur de référence du mécénat de compétences. Et du coup, tous les vendredis de chaque semaine ou semaine impaire, semaine paire, là vous pouvez vous dire voilà, on a un sujet et un projet bien établi qui est je ne sais pas sur quel sujet interviennent les ingénieurs, mais voilà. Et là, on détache carrément la société. Et en fait, elle intervient comme un prestataire de service, sauf que la prestation de service qui est fournie par la société rentre dans le cadre du mécénat et donc sera déductible des impôts de la société. Donc là, du coup, on est sur un niveau de partenariat qui est encore différent. C'est-à-dire qu'au lieu d'engager un collaborateur spécifiquement sur une tâche ou sur un sujet vertical de l'association, là, on mobilise une équipe indépendamment et on est sur plutôt une action conjointe de l'entreprise pour l'association et non plus au niveau d'un collaborateur, en fait. Est-ce que ça, c'est clair pour vous ? Est-ce que vous avez des questions ou des réactions ? Alors, moi, éventuellement, je ne sais pas si c'est trop tôt, ou peut-être que je garde ma question pour la fin. Vas-y, Anne, vas-y maintenant. En fait, je te donne un cas concret. Donc, moi, ça va être un café intergénérationnel. La cible, c'est les personnes âgées. Là, je suis en porteur de projet. Pour l'instant, c'est pas ouvert. J'ai un partenariat, un mécénat. J'ai toujours pas compris la différence éventuelle avec une société de maintien à domicile. Donc, qui me propose de faire du transport véhiculé, c'est-à-dire d'aller chercher mes adhérents chez eux et de les amener à l'assaut et de les ramener. Okay. Là, c'est du sponsoring, c'est du mécénat. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'ils vont pouvoir déduire ? Alors, qui est-ce qui décide ? Est-ce que c'est moi qui décide que c'est du mécénat ? Est-ce que c'est eux ? Enfin, comment ça se passe ? Alors, il fait ça à titre gratuit. Disons qu'il me met à disposition un de ses salariés pour conduire la personne âgée. Donc lui, ça va lui prendre 10 minutes. Ouais. Mais il a un intérêt là-dedans parce que c'est potentiellement des futurs bénéficiaires pour lui. Donc c'est là où la barrière entre sponsoring, partenariat, mécénat est pas claire pour moi. Après, là, est-ce que c'est des activités qu'il mène habituellement dans le cadre de son entreprise ? Est-ce que lui... Non. Non. Donc là, c'est du sponsoring tout simplement, puisqu'il ne pourra pas le facturer en prestation de service. Ça sera un sponsoring. Donc en fait, il va pouvoir le passer en charge potentiellement en disant voilà, en plus, il pourra déduire le temps passé de son salarié en charge, je pense, sans problème sur sa compta. Et c'est du sponsoring complètement. C'est pas du tout. Là, il n'y a pas de mécénat puisque c'est pas habituel par rapport à son activité habituelle. En revanche, rien n'empêche derrière, pour pouvoir avoir un levier de mécénat, de créer une source de dons complémentaire. Mais ça, à discuter et à négocier avec lui. Mais quand tu dis qu'il va y passer sur ses charges, moi, il ne va pas me facturer. Hein, Non. Et lui, du coup, le temps passé
en fait, à faire autre chose que ce qu'il fait d'habitude pour ce qu'il facture. Là, il le fera sans facturer. En fait, il pourra le passer en charge, ce temps passé sans facturer. Donc la seule différence, c'est que le mécénat, c'est exceptionnel. Enfin, c'est une activité exceptionnelle, alors que j'ai pas compris. Non, en fait, là, pour moi, c'est pas du mécénat en nature. Enfin, c'est pas du mécénat simplement parce que c'est pas son activité habituelle de transporter des. Ou alors, j'ai pas compris. Mais pourtant, Anne, c'est son activité à ce monsieur de transporter des personnes, non? Non, après, eux, les prestations qu'ils fournissent, c'est mettre en lien avec des assistantes sociales, fournir une femme de ménage, tu vois, ce genre de D'accord. choses. Ok. Donc non, c'est pas ça. Ouais. Oui, donc non, c'est pas un service qui est habituel à l'entreprise. Ça me semble compliqué de le passer en mécénat en nature. Donc là, on est sur un partenariat, un don sans retour fiscal, en fait. Il n'y a même pas besoin de le mettre dans une case partenariat ou mécénat, en fait. C'est un don sans retour fiscal pour l'entreprise. En revanche, il aura un retour derrière sur, en effet, une cible. Il touche une cible potentielle qui ne touche pas sans ça. Mais il n'y a pas là, pour le coup, il n'y a pas le côté mécénat au sens fiscal du terme, en fait. Et pourtant, il n'y a pas de contrepartie pour cette entreprise. Si, justement, il vient pour cibler potentiel, il vient faire ça pour pouvoir se rapprocher de son public cible en tant que client potentiel. Donc, les personnes qu'il va amener au café, c'est des clients potentiels pour lui. D'accord. Et alors, la question qui vient après, c'est au niveau des bonnes pratiques. Du coup, si je m'engage avec cette société, au niveau éthique, ça me bloque tout autre partenariat avec des sociétés de maintien à domicile ou pas? Non, ça c'est à vous de le convenir entre vous, en fait. Il n'y a pas de raison, finalement. La seule raison, ce serait que eux l'exigent en fait, et que du coup ils te fassent signer une clause d'exclusivité, mais c'est pas, honnêtement, c'est pas très courant, hein. D'accord, donc au niveau éthique, on peut travailler sur des multi-partenariats voilà, ça se fait. Ah bah, bon, en tout cas, je suis pas la bonne personne à qui demander. Moi, j'ai fait vraiment du partenariat mon business model, et en général, au contraire, si tu te bases sur un modèle collaboratif, c'est de bon usage, au contraire. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Après, tout dépend. Si tu vois, il y a Renault et WeMove qui bossent ensemble pour établir des plateformes de mobilité. Si demain, WeMove dit à une autre marque, je sais pas, Tesla, dit à Tesla, va débaucher Tesla pour faire la même chose qu'avec Renault, je pense que ça va poser problème. En fait, si tu as vraiment un partenariat de longue haleine, un partenaire avec qui tu bosses depuis le début, qui a vraiment, qui t'a mené là où tu es maintenant, et que tout d'un coup, tu veux dupliquer ce modèle avec un univers concurrentiel au sien, je pense que ça peut bloquer au niveau éthique. Mais si tu es juste toi en train de te dire en bonne intelligence que tu étends ton réseau avec une myriade de partenaires potentiels, je trouve que c'est plutôt vertueux, il n'y aura pas de problème. Ok. Ouais, je peux peut-être ajouter quelque chose par rapport à ça sur le prix de la résidence professionnelle. En l'occurrence, on a comme partenaire des entités qui, a priori, pourraient être concurrentes. Parce qu'on a AG2R La Mondiale et on a Clésia. Et en fait, on se rend compte, et en échangeant aussi avec eux, que certains secteurs d'activité, en tout cas sur une thématique dédiée, sont prêts à s'allier, en fait. Donc, effectivement, il y a une stratégie et il y a sans doute des coûts à jouer par rapport à ça, en fait. Mais on ne les met pas forcément en concurrence. Parfois, on les renforce et on n'y pense pas spontanément. Moi, c'est vrai que j'avançais un peu sur les œufs. Et puis, un m'a dit, mais non, mais en fait, maintenant, sur certains sujets, on se parle. Ça ne les empêche pas d'être concurrents par ailleurs, mais sur certains sujets, ils peuvent se retrouver, en fait. Donc, c'est hyper politique, en fait. Je trouve qu'il y a une dimension très, 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 très politique derrière le mécénat ou le partenariat, en tout cas. Mais... En tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de questions parce que c'est très clair ce que vous nous présentez, mesdames. Donc, Merci beaucoup. Voilà. Merci Patricia, et c'est très vrai ce que tu dis. Et quand effectivement AG2R La Mondiale, je ne sais même pas combien ils ont de partenaires différents, tellement c'est énorme. Et du coup, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des entreprises concurrentielles. Honnêtement, dans ces milieux-là, effectivement, en général, les gens ils travaillent ensemble en bonne intelligence, et ils ont tendance à être plus dans la coopétition que dans la compétition. Et tant mieux d'ailleurs, puisque c'est des entreprises qui ont quand même une vision
Donc, l'idée, c'est de travailler ensemble et on n'est pas dans des… Quand tu fais ce genre de choses, du mécénat, du sponsoring, l'idée, de toute façon, on le sait bien, c'est d'abord de créer de la valeur et de renforcer ta mission avant d'aller chercher des clients quand tu es une marque. Enfin, c'est ce que je me dis, en tout cas, c'est ce que je vois beaucoup pour l'instant sur la plateforme. Les entreprises qui vont aller vers des associations, c'est pas pour aller chercher du client, c'est pour aller remplir une mission, pour donner plus de corps à leurs actions. Super. Sinon, on tombe dans le washing. Ouais. Ah, Ou alors, voilà. c'est vrai. Merci beaucoup. Alors, attention, il ne nous reste plus que 15 minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat et je rends la parole à Ophélie. Merci beaucoup. Alors, juste pour répondre, fermer la… parce que je n'ai pas réussi à finir ma réponse du coup. Pardon. En fait, pour le transport là, des personnes pour le café, du coup, si le prestataire peut facturer ce type de service, passez-le en mécénat, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut un rescrit fiscal. Donc ça, je ne sais pas si ça, c'est quelque chose que vous avez. Si vous ne l'avez pas, ça clôt le sujet tout de suite, en fait. Et derrière, là, c'était le point que je voulais apporter, c'est que rien, en effet, ne vous empêche d'aller justement sur ce modèle-là, aller chercher des partenaires dont c'est l'activité et le métier de transporter des personnes, on va dire, seniors, et donc de leur proposer une action de mécénat. Voilà, typiquement, ça peut permettre justement d'être un levier supplémentaire et de démultiplier vos partenaires. Donc ça, c'est ce que je voulais juste préciser sur ce point-là. Donc le mécénat en nature, concrètement, on est vraiment sur un appel. On ne va plus être sur j'ai besoin de 100 000 euros, voilà, point. J'ai besoin de ça ou de 100 000 euros parce qu'on a besoin de ça et on veut atteindre tel objectif, tel impact. Et donc le mécénat, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est sur de la transparence parce qu'on est sur des actions réellement, on est sur du concret, on n'est pas uniquement sur une demande d'argent et on ne sait pas trop où ça va, on est vraiment sur du concret, toujours donner l'alternative en fait entre le montant nécessaire et la possibilité de faire un don en nature et donc de pouvoir apporter une contrepartie différente et de pouvoir permettre une application du partenaire, ça c'est hyper important. Caroline disait tout à l'heure et montrait la durée de vie du partenariat. Alors sur le mécénat, ça peut être beaucoup plus court si c'est sur du mécénat de compétences pures sur un sujet précis. Maintenant, l'idée, c'est qu'en effet, ce que je disais après, c'est que moi, je sème les graines et le fait de commencer sur un partenariat sur du mécénat en nature permet de créer tout de suite une implication conjointe et une compréhension du sujet et finalement d'avoir une entreprise qui va pouvoir, je l'espère, devenir un peu ambassadeur des enjeux qu'elle porte avec l'association. Et derrière le mécénat en nature, concrètement, on assure la pertinence, c'est-à-dire qu'à nouveau, on n'est pas sur une demande d'argent, on est vraiment sur du factuel et on sait tout de suite quel est l'impact. En termes de mesure d'impact pour l'association, c'est juste idéal en fait. Les cas d'usage, je vous donne les cas que moi j'adresse particulièrement avec Segood. Donc Segood, c'est l'idée, c'est de faciliter la transformation numérique, je disais tout à l'heure, et la professionnalisation des associations particulièrement via le mécénat en nature, donc le mécénat de prestation de services. Donc on mobilise une entreprise et non plus un salarié spécifique sur un sujet, sur un projet d'entreprise. Donc typiquement le don de service, une asso qui a besoin d'automatiser la relation avec ses donateurs, j'ai eu le cas. Voilà, on la met en relation avec une entreprise qui, elle, adresse ces sujets-là pour des clients habituellement qui sont des entreprises. Sauf que là, ce n'est pas un client entreprise, c'est une association auprès de laquelle elle va faire une action de mécénat ponctuelle. Et à partir de ces cas de figure-là, en fait, l'idée, c'est vraiment de construire un socle. Au-delà de devenir un peu un ambassadeur du sujet, c'est vraiment de construire un socle qui va permettre de dire OK, on va au-delà. Par exemple, typiquement sur ces deux sujets, que ce soit le don de produits SaaS, donc Software as a Service, c'est des logiciels finalement, ou une prestation de service, on peut se dire que pour chacun de ces entreprises-là, chacune de ces entreprises-là, on peut imaginer en parallèle de l'action qui est mise en place, une action de levée de fonds et de dons, plutôt une action de levée de dons pour l'association. Typiquement, à chaque fois que l'entreprise prestataire de service reçoit une demande de devis, peut dire on reverse 1 euro à l'association lambda. Pareil, la licence, le produit de licence comptabilité, pareil, à chaque utilisateur, pendant un temps donné, on va reverser X% du chiffre d'affaires. En fait, l'idée, c'est vraiment d'utiliser la base du mécénat
de prestation de services et en nature, en fait, du mécénat en nature, pour pouvoir créer des partenariats un peu plus consistants et plus larges et dans le temps. Et ça, c'est important. Et ça permet aussi de pouvoir reboucler sur les valeurs de l'entreprise, parce que si elle est capable de faire ça, ça veut dire qu'à un moment donné, elle est vraiment engagée et sincère dans l'action. Et donc, à partir du moment où une entreprise met les mains dans le cambouis, plutôt que de sortir simplement un chèque, je trouve que voilà, on a quand même un niveau d'implication un petit peu au-dessus du mécénat financier classique. Sachant qu'il faut continuer absolument le mécénat financier classique, bien entendu, c'est parce que je ne suis pas du tout en train de dire le contraire. Et voilà, c'est tout pour moi. Super, super, merci beaucoup Ophélie. Est-ce que vous avez des questions ou des